Bien, merci Madame la Présidente pour ce propos liminaire, chers collègues. Afin de relever les défis majeurs du XXIe siècle, la France a le devoir de soutenir la recherche et les acteurs économiques dans les chantiers innovants qu'ils entreprennent. C'est le sens du programme d'investissement d'avenir qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. À l'occasion de cette date, il apparaît nécessaire de dresser un premier bilan de ses réalisations. C'est pourquoi il a été choisi d'examiner cet avis budgétaire sous l'angle de l'évaluation du PIA. Depuis 2010, le programme a été doté de 57 milliards d'euros. De tels investissements méritent de voir évaluer leurs fruits de manière complémentaire au comité de surveillance des investissements d'avenir qui rendra sous peu un travail exhaustif. Pour ma part, je me concentrerai sur les crédits du PIA 3, c'est-à-dire 10 milliards d'euros qui ont été inscrits en autorisation d'engagement en 2017. Les premiers décaissements sont intervenus en 2018 et devraient se poursuivre au-delà de 2022. Ce travail, il a été l'occasion d'auditionner bien sûr les acteurs incontournables du PIA, c'est-à-dire le secrétariat général pour l'investissement, les 4 opérateurs, mais aussi les bénéficiaires, entreprises, universitaires, chercheurs. Et je souhaiterais partager avec vous quelques points clés qui proviennent de leur retour. Avant de revenir sur ces éléments, du point de vue de l'évolution des crédits budgétaires de la mission investissement d'avenir, l'année 2020 sera marquée, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente, une accélération forte des décaissements pour les programmes 422 et 423 qui portent sur la valorisation de la recherche et le soutien à la modernisation des entreprises. En effet, au total, les crédits du PIA 3 atteindront en 2020 plus de 2 milliards d'euros contre 1 milliard d'euros l'année précédente. Si ce chiffre global peut cacher des disparités entre les actions, il n'en demeure pas moins que la dynamique est indiscutable et relativement homogène. De fait, seule l'action relative aux démonstrateurs et territoires de grande ambition au sein du programme 422 connaît une diminution budgétaire. Le PIA fait l'objet d'avis favorables quant à ses effets. Au deuxième trimestre 2019, le PIA a financé depuis sa création plus de 6 200 projets pour un montant de 46 milliards d'euros. S'agissant de l'évaluation globale du programme d'investissement d'avenir, il convient de constater que l'ensemble des actions menées ont permis d'améliorer significativement la situation des entreprises technologiques. Depuis 10 ans, le nombre de start-up en France n'a cessé de croître pour atteindre aujourd'hui le nombre de 10 000. Le taux d'innovation des entreprises, toutes tailles confondues, a suivi la même dynamique avec une valeur de 56%, ce qui est supérieur à la moyenne européenne. De l'avis des acteurs entendus, les outils, que ce soit les aides à l'innovation, les prêts ou les fonds propres, sont adaptés. Nous constatons que les appels à projets sont calibrés pour les PME, puisque 54% des fonds décaissés ont été à destination des TPE et des PME. Un bémol sera toutefois apporté pour les ETI qui, en raison de plafonnement de certaines aides, ne sont pas incités aujourd'hui à candidater au PIA. Cette problématique fait l'objet d'une recommandation dans le rapport. Enfin, le PIA a été bénéfique pour l'économie française. Les données rassemblées par le Secrétariat général pour l'investissement le démontrent. Le programme d'investissement d'avenir a en effet produit des retours sur investissement positifs pour l'État. Pour 2018, ces retours s'établissaient à 209,4 millions d'euros. Ils devraient doubler pour l'exercice 2019. Le PIA a également un effet de levier significatif sur l'investissement privé, qui est de 1,09 avec 45,8 milliards d'euros de cofinancement pour les PIA 1 et 2. En prenant une focale large, les outils du PIA ont donné satisfaction dans la majorité des cas où ont fait l'objet de modifications, voire de suppressions lorsque cela n'était pas le cas. Par exemple, les instituts pour la transition énergétique, dits ITE, ont facilité l'affirmation d'une ambition d'excellence dans le domaine de l'énergie. Lorsque les résultats n'étaient pas présents, l'État a décidé de fermer 4 ITE qui n'étaient pas parvenus à trouver les relais industriels nécessaires. Ces bons résultats sont confirmés par les acteurs entendus. Lors des auditions, ils ont dans leur majorité salué l'utilité des outils mis en œuvre par le PIA. Les retours d'expérience ont toutefois permis de mettre en lumière des points d'amélioration. Premièrement, les économies ont encore parfois du mal à identifier le bon opérateur du PIA lorsque les périmètres d'intervention de 2 d'entre eux se chevauchent. Réorientation vers le bon guichet constitue ainsi parfois des pertes de temps dans l'avancement du projet. Deuxièmement, les avances remboursables qui sont un moyen de soutien à un projet innovant peuvent, dans certains cas,
ne pas correspondre à l'esprit même de l'innovation qui induit du risque. Pour des projets d'envergure comme portés par EDF ou le CEA, le risque est tel que l'outil ne répond pas aux besoins présents parce que tout simplement ils ne pourront pas rembourser si le projet ne marche pas. Troisièmement, le processus d'évaluation régulière, s'il a ses vertus, présente aussi des contraintes. De nombreux acteurs sont ainsi longuement revenus lors des auditions, à la fois sur les conséquences négatives du gel des financements le temps de l'évaluation annuelle, sur le manque de prévisibilité pluriannuelle de leur financement. Certains ont même évoqué des problèmes de trésorerie liés au versement en retard du solde prévu, ce qui a pu paralyser l'avancement de projets importants. Enfin, le financement des entreprises en phase d'accélération reste problématique, comme le démontre d'ailleurs le récent rapport Tibi. Nous sommes encore trop dans le schéma d'innover en France, de financer aux États-Unis et de produire en Asie. Il est indispensable que le PIA accompagne les projets au-delà du POC, au-delà du démonstrateur, au risque que la technologie sinon soit finalement détenue à l'étranger. Ces observations appellent à recommander de renforcer l'évaluation qualitative des outils de financement du PIA afin de s'assurer de leur bon calibrage et de leur accessibilité aux porteurs de projets. En conclusion, le rapport illustre de manière pratique le PIA dans 2 secteurs stratégiques en étudiant les innovations dans l'énergie et la santé. Alors que le PIA est un succès dans le soutien à l'innovation énergétique, nous avons constaté des lacunes sur la santé et plus particulièrement sur les méthodes substitutives à l'expérimentation animale. Le secteur de l'énergie fait l'objet d'un soutien fort du PIA. Au total, 18 actions du PIA sont liées aux enjeux de l'énergie et du développement durable. Les plus importantes concernent les démonstrateurs et territoires d'innovation de grandes ambitions, les instituts de transition énergétique ou encore les actions menées par le CEA. Au total, ce sont près de 7 milliards d'euros consacrés aux projets innovants dans l'énergie. Ce soutien concerne à la fois l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Il s'agit de projets très concrets et utiles, comme le déploiement d'éoliennes flottantes par EDF, ou encore le développement de nouvelles générations de batteries lithium-ion, comme à l'INES en Savoie, avec pour ambition de créer une véritable filière européenne dans ce domaine. Au total, en matière d'énergie renouvelable, depuis 2011, plus de 200 projets ont été déposés, 66 ont été soutenus pour un montant d'aide de 291 millions d'euros. Il apparaît néanmoins souhaitable que le soutien du PIA aux énergies renouvelables se renforce dans les prochaines années afin d'inciter les entreprises françaises à innover dans ces secteurs d'avenir hautement compétitifs. Concernant l'innovation dans la santé, je répondrai ainsi à votre 3e question, Madame la Présidente. Le rapport constate un vivier dynamique d'entreprises et de projets se substituant aux expérimentations animales, par exemple. En dépit des avantages importants que revêtent ces techniques, tant sur le plan académique qu'économique, elles ne sont pas aujourd'hui l'objet de soutien direct en France. Elles présentent pourtant un potentiel économique fort puisque ces méthodes mobilisent des technologies de pointe, comme la création d'organoïdes à partir de cellules souches, c'est le cas médiatisé il y a peu de la création d'un cœur artificiel aux États-Unis, à l'utilisation de la bioluminescence ou encore au traitement de données de recherche grâce à l'intelligence artificielle. Ces nouvelles méthodes assurent davantage de compétitivité aux entreprises et laboratoires puisque ce sont des techniques assurant une meilleure prédictivité et reçoivent l'adhésion des acteurs. Dans ce domaine, la France accuse encore un retard important par rapport à d'autres pays. Le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne ou même les États-Unis se sont déjà dotés de structures de recherche sur le sujet. Ils ont en effet compris que les méthodes alternatives aux expérimentations animales peuvent apporter des gains en matière d'efficacité scientifique et des opportunités économiques. Face à cette inertie, le programme d'investissement d'avenir doit jouer un rôle important pour soutenir les projets du secteur de la santé en France. C'est pourquoi le rapport fait 4 recommandations en ce sens qui rejoignent le travail réalisé il y a peu par l'OPEST, notamment la création d'un centre de recherche sur les méthodes substitutives prenant la forme d'un équipex. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la rapporteure. J'ai 2 prises de parole. Madame Christine Aignan pour La République En Marche et Madame Marie-Noëlle Battistel pour... Non. Donc, une seule prise de parole. Madame Aignan, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure. Comme il a été
précisé dans votre intervention, la mission Investissement d'avenir concerne l'engagement des crédits du 3e programme d'investissement d'avenir PIA 3, doté de 10 milliards d'euros, visant à soutenir l'innovation et le développement des entreprises par un soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le PIA 3 intègre un certain nombre de ruptures par rapport aux 2 vagues précédentes de PIA. D'une part, ce dernier est intégré au grand plan d'investissement prévoyant 57 milliards d'euros pour le quinquennat. Et cette intégration dans le grand plan d'investissement a pour conséquence, d'autre part, d'inscrire les actions au-delà du cadre budgétaire habituel. Les autorisations d'engagement ont été ouvertes en 2017, mais les crédits de paiement sont autorisés annuellement au sein de la présente mission. Ces crédits de paiement sont pour l'année 2020 en augmentation d'environ 1 milliard d'euros par rapport à 2019. Enfin, la gouvernance a évolué du commissariat général à l'investissement, d'avant au secrétariat général pour l'investissement SGPI d'aujourd'hui. Ce changement a permis de mettre l'accent sur l'évaluation des investissements publics, de prendre en charge le déploiement en France du plan Juncker et de resserrer la coordination des opérateurs de 12 à 4 aujourd'hui, l'ADEME, l'ANR, la CDC et la BPI. À l'heure de l'évaluation globale des PIA, je souhaite vous remercier, Madame la rapporteure, d'avoir choisi d'insister sur des exemples concrets des bénéfices du PIA, comme l'énergie ou encore la santé. Comme exprimé dans le rapport, le PIA présente des retours financiers intéressants, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, et génère des effets de levier, comme déduit des données liées au cofinancement des projets. Néanmoins, à 10 ans du premier PIA et de leurs évaluations globales, des pistes d'amélioration peuvent être soulignées, comme d'ailleurs mises en exergue dans notre rapport. En matière de lisibilité des actions et des outils, en particulier pour les opérateurs de petite taille de type ETI, de suivi et de délai des projets, et enfin, en phase d'industrialisation et d'accélération des projets. Dans la continuité de ces pistes, donc 2 interrogations pouvant porter à des améliorations concernant notamment les actions entreprises par les institutions européennes. Donc d'une part, sur l'imbrication avec les aides européennes, notamment portées par le programme Horizon Europe, comment améliorer l'accès aux acteurs et opérateurs aux aides développées en matière de recherche et comment se conjuguent-elles avec les actions du PIA et du Grand Plan d'investissement. Et d'autre part, comment est prise en considération l'innovation de rupture dans les PIA, tout en sachant que ces derniers nécessitent un investissement conséquent, particulièrement pour les petites structures, et de même, comment s'articule la gouvernance avec le Conseil européen de l'innovation qui sera mis en place. Merci. Merci, Madame Aignan. Madame la rapporteure, je vous laisse répondre. Prenez des notes. Je me suis rendu compte, Madame la Présidente, que je n'ai pas répondu à l'une de vos questions concernant la visibilité et les étapes. Donc justement, c'est assez complexe. Donc on en a fait une page dans le rapport. Donc les étapes d'un projet, il y a la phase de pré-dépôt où en fait au départ c'est le gouvernement, l'exécutif qui va définir des besoins. Il en fait part au SGPI qui va par rapport à ses relais voir le besoin et définir un cahier des charges. Ensuite il y a un conseil de surveillance qui réunit à la fois les ministères compétents et le SGPI pour définir, calibrer l'appel à projet. Ensuite, un des 4 acteurs, donc à savoir l'ADEME, l'ARR, BPI et la Caisse des dépôts et consignations, selon le champ de compétences, va avoir un peu un rôle de porteur de cet appel à projet, va avoir en charge la visibilité. Donc souvent, par exemple, le BPI va solliciter dans les régions pour en fait faire connaître cet appel à projet aux entreprises. Et ensuite, les 4 opérateurs ont un devoir d'accompagnement, d'écoute aussi. Donc ça a été assez bien remonté. Les entreprises sont assez satisfaites des retours, surtout que les opérateurs s'engagent à répondre sous 3 mois, donc qui donne quand même de la visibilité aux entreprises et ne pas les laisser faire trop de formalités pour au final attendre 1 an. Et donc voilà comment ça se passe. Et après, l'opérateur est en charge d'évaluation également. Donc en fait, une relation très étroite entre l'entreprise et les opérateurs. Et à chaque fois, il y a une personne définie au projet. Concernant les questions de Madame Aignan, donc oui, c'est vrai que le
PIA maintenant, peut-être la nouveauté, c'est qu'il y a une part il fait partie du grand plan d'investissement. Donc là-dessus, c'est le secrétariat général pour l'investissement qui est en charge de piloter. Donc c'est bien des choses très, enfin c'est deux choses distinctes, mais il y a une complémentarité entre les deux. Vous avez parlé d'Horizon Europe, Horizon 2020, ce qui a été souligné lors des auditions, c'est que finalement, on a le PIA depuis 2010, ça permet de formater ou de sensibiliser les entreprises à répondre à des appels à projets. Et ainsi, pour le plan Juncker et plus précisément pour Horizon 2020, les entreprises étaient en quelque sorte entraînées à faire des candidatures. Et je crois que c'était soit le GPI ou BPI France qui nous soulignait justement qu'il y avait un bon retour des entreprises, des candidats qui candidataient donc au plan Juncker. En général, ils étaient retenus parce qu'ils étaient déjà un petit peu entraînés à cet exercice-là. Donc ça a permis de sensibiliser, en sachant que les deux sont complémentaires. Souvent, pour tout ce qui est projet européen, il y a beaucoup de consortiums. Et donc, ça oblige aussi les entreprises à chercher des partenaires. Ça a été aussi souligné que quelquefois, c'était aussi chronophage parce qu'il fallait faire beaucoup de réunions, alors que dans le cadre du PIA, finalement, c'était des projets, des appels à projets où chaque entreprise pouvait y aller. Après, ce n'est pas les mêmes sommes et ça ne répond pas aux mêmes besoins, donc c'est plutôt complémentaire. Concernant l'innovation de rupture dans les deep tech, alors pour le programme 422, on a 50 millions d'euros et la French Tech Seed, c'est le fonds de la BPI et qui est composé de 150 millions d'euros, en sachant que le Conseil européen de l'innovation est prévu pour 2021 et qui va soutenir les innovations de rupture. Donc encore une fois, c'est une complémentarité entre les dispositifs. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je vais vous demander de formuler un avis sur ces crédits, puisqu'on va les voter tout de suite après. Pour conclure, finalement, je dirais que le PIA 3 est rentré dans son rythme de croisière avec un financement, une enveloppe cette année de 2 milliards d'euros. Donc je pense que ça va réellement aider à inciter les entreprises à innover. Donc je suis favorable au crédit. Merci. J'invite les membres de la commission à se prononcer sur l'adoption de ces crédits pour la mission investissement d'avenir. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. La commission émet donc un avis favorable à ces crédits.